Il y a 3 niveaux par rapport à être dans un trade show. On peut aller le marcher, on peut être présentateur, avoir un kiosque et on peut être un conférencier. De juste le marché, c'est super difficile de créer des liens. L'impact le plus positif, c'est quand on est capable de se positionner comme présentateur d'un sujet à valeur ajoutée et d'avoir un kiosque en parallèle. Donc, bienvenue à tous au podcast Hypercroissance. Mon nom est Antoine Gagné et le moment le plus important, excitant de mon été est finalement de retour parce que ça fait plus d'un mois et demi qu'on n'a pas eu ces fameux podcasts. Mais Jonathan Léveillé et moi, aujourd'hui, on est ensemble. Jonathan, comment vas-tu? Comment va ton été? Ça va super bien et très énergisé d'être avec toi et toute l'audience aujourd'hui. Super bel été. On a eu le temps de faire avancer des trucs au niveau de l'entreprise, au niveau personnel aussi. Et surtout, je reviens dans les dernières journées là, d'un voyage en Indianapolis pour l'entreprise. Ouh. Premier voyage aux États-Unis. Donc, super énergisé aujourd'hui de pouvoir être avec toi et avec l'audience. Parce que c'est ça, on n'a pas été assez sérieux cet été. On avait continuellement des petits changements de notre côté, que ce soit des vacances. Même moi, en ce moment, je suis un petit peu à l'extérieur, mais je voulais absolument qu'on soit capable de faire le podcast. Et on avait une discussion, toi et moi, Jonathan, avant le début du balado, comme quoi tu as eu ton expérience à Indianapolis pour aller faire un petit peu de démarchage dans un trade show. Et je pense que toi et moi, on n'a jamais été des grands amateurs et des grands champions, on va dire, du réseautage dans des événements. Mais là, toi, tu retournes à cette stratégie de développement d'affaires. Peut-être tu pourrais nous expliquer à notre audience un petit peu quelle est l'idée derrière ça, quel était l'objectif en allant aux États-Unis. Est-ce que tu allais simplement là comme spectateur? Est-ce que tu avais un stand sur place avec OpenMind? Dis-nous tout, on va essayer de décortiquer ça ensemble. Et je vous partage mon expérience, c'est loin de là mon point de dire que je suis expert là-dedans. On est vraiment en mode exploration présentement avec OpenMind. Je pense que ça peut être intéressant de partager. Et s'il y en a qui ont des conseils, des trucs aussi qui peuvent nous ramener pour maximiser les prochaines expériences, toujours ouvert à s'améliorer. Donc, la genèse un petit peu de tout ça, c'est que si on recule, il y a plus d'un an de ça, OpenMind, on était très généraliste dans notre approche pour nos personas. Donc, le but, c'était de développer des logiciels sur mesure, peu importe l'industrie. Avec le mouvement qu'on a fait au 1er février de briser l'entreprise un petit peu en deux et d'en vendre une partie, se focusser seulement sur le développement logiciel, on avait un plan derrière tout ça de se focusser sur une branche d'une industrie précise, qui est l'industrie des métaux architecturaux. Donc, tout ce qui est le métal pour construire des structures de bâtiments et également les métaux qui sont sous terre, pour exemple, pour faire les fondations avec le béton armé. Pourquoi on se focusait là-dessus? C'est parce qu'on avait beaucoup de clients, qu'on avait des bons études de cas, des bons succès et du positif, du rendement qu'on donnait chez ces entreprises-là. Et on a commencé à se poser la question, est-ce qu'on pourrait prendre cette expertise-là, ce talent-là et essayer de devenir le meilleur au monde dans ce créneau-là précis? Donc, on a débuté il y a 1 an une étude de marché avec un organisme qui nous aide beaucoup sur la Rive-Nord qui s'appelle Laurentide International, qui est là pour aider les entreprises à voir est-ce qu'il y a une possibilité d'exportation du modèle d'affaires de l'entreprise ciblée. Et je suspecte qu'il y a des Laurentides internationales équivalents un petit peu partout dans toutes les régions. Là, donc, si vous n'êtes pas dans les Laurentides, fort à parier qu'il y a quelque chose qui est équivalent comme ça qui peut vous aider. Et avec eux, on a fait une étude de marché aux États-Unis pour voir quels seraient les états prometteurs pour réussir à démarcher les clients. Et on est venu à la conclusion qu'il y avait 3 états prometteurs et que la première, ça serait l'Indiana directement. Donc, dans le coin de la Rust Belt, qu'on appelle la ceinture de fer rouillé, de métaux rouillés, qui est une section 3 États qui a beaucoup d'entreprises là, dans les métaux qui se concentrent dans cette section-là. Et le lien avec les trade shows, c'est qu'on a commencé à se coller à des organismes ici au Québec qui organisent des événements, des trade shows. On peut penser au Palais des Congrès aussi, on était au STFM et on était là également comme orateur pour donner une présentation. Donc, on a commencé à se baigner un petit peu là-dedans, de voir est-ce qu'il y a du potentiel, est-ce que ça fait du sens. On était marché des trade shows aux États-Unis et là, c'était le premier trade show qu'on faisait, qu'on était présentateur. Donc, on avait un kiosque pour voir s'il y avait du potentiel au bout de la ligne. Et on est content de l'expérience parce que toute la gang était pas mal stressée de se dire, bon,
les États-Unis, ça a toujours l'air gros, ça a toujours l'air plus compliqué, ça a toujours l'air plus, faut être très, très, très pertinent pour être capable de tirer notre épingle du jeu. Pour se rendre compte finalement que le plus gros apprentissage qu'on a ce trade show-là, c'est que c'est la même chose qu'ici au Québec. Si on a un message pertinent et de la valeur qu'on est capable de rapidement d'apporter à la table, c'est pas plus compliqué qu'ici au Québec. Et on avait une crainte que notre accent un peu français québécois allait être un frein. Jusqu'à date, on a l'impression ou la perception que c'est l'inverse. Les gens trouvent ça cute. Tout le monde pensait qu'on venait du Netherlands ou qu'on venait de l'Allemagne. C'est exotique. Oui, c'est exotique et ça nous a aidé. Ça permettait de créer un peu de discussion autour du sujet. Bien sûr. Et contrairement à ce qu'on pense, peut-être exemple à Toronto, qui verrait mal le fait qu'on est français-québécois. Donc, on a été confirmé certaines hypothèses qu'on avait. Je pense qu'il y a du potentiel. Donc, c'est le premier des événements qu'on fait aux États-Unis. Nos grands apprentissages ça fait 9 mois environ qu'on commence cette approche-là. Et il y a encore beaucoup de validation à faire pour savoir si ça a du potentiel au bout de la ligne. Mais c'est qu'il y a comme 3 niveaux par rapport à être dans un trade show. On peut aller le marcher, on peut être présentateur, avoir un kiosque et on peut être un conférencier. Ce qu'on se rend compte pour avoir fait les 3 niveaux et avoir combiné certains de ces niveaux-là, l'impact le plus positif, c'est quand on est capable de se positionner comme présentateur d'un sujet à valeur ajoutée et d'avoir un kiosque en parallèle. Donc, c'est souvent la présentation qui va donner une crédibilité, montrer rapidement la plus-value, se positionner comme expert et après ça, les gens vont venir au kiosque pour continuer la discussion et aller au prochain niveau. C'est vraiment dans ce mode-là à date qu'on a eu le meilleur retour sur investissement ou plutôt également le meilleur nombre de leads pour réussir à avancer à la prochaine étape. Et c'est ce qu'on essaie de maximiser devant nous. De juste le marché, c'est super difficile de créer des liens, à moins qu'on ait des cibles qui sont des présentateurs sur place qui ont des kiosques. De juste avoir un kiosque, c'est difficile parce que ça dépend. Il faut être positionné au bon endroit. Il faut être capable d'accrocher les gens quand ils passent. On est tributaire de beaucoup de choses au niveau de la quantité de gens qui vont passer. Et l'effet de levier, c'est vraiment le côté présentation parce qu'on est mis de l'avant dans les publications. On est positionné comme expert. Bien sûr. Puis à partir de là, c'est plus facile d'attirer. C'est un peu ce qu'on a pu constater ou comme on avait comme hypothèse qui ont été confirmées dans les dernières semaines, dans les derniers trimestres au niveau du côté trade show. Là. Est-ce qu'on peut brainstormer ensemble et je peux te poser des questions un petit peu sur tout ça parce que pour les gens qui ne le savent pas, je suis peut-être la personne la plus horrible en trade show que vous allez pouvoir rencontrer si vous m'amenez dans un environnement comme Jonathan et été dans les dernières semaines et de voir des gens qui font du développement d'affaires comme ça me fascine, ça m'épate parce que je suis sensiblement jaloux. J'ai vu des gens très, très proches de moi bâtir des organisations en rencontrant des gens, en ne les connaissant pas et en l'espace de 5-6 minutes, on dirait qu'elle allait avoir un contrat et j'ai jamais compris comment que ces gens-là faisaient. Et je pense que j'en avais même d'ailleurs parlé un moment sur le podcast que c'était une des raisons pourquoi je m'étais lancé davantage dans le contenu, dans le podcasting pour avoir les gens qui viennent peut-être un petit peu plus à moi et de ne pas aller les voir. Moi, j'avais remarqué un truc, Jonathan, puis je serais curieux de t'entendre ici si c'est quelque chose que vous réfléchissez en ce moment chez Open Mind. Encore à ce jour, je n'aime pas aller dans des événements. C'est pas un endroit que je suis très à l'aise, mais je me suis aperçu vraiment d'un avant-après entre le moment que j'ai commencé à faire du contenu et le moment que je n'en faisais pas et que ça facilitait beaucoup plus les rencontres sans nécessairement dire que tout le monde me connaissait. Mais bon, ok, oui, j'ai entendu parler de l'entreprise, du podcast peut-être Hypercroissance, du podcast Social Scaling. Ok, je connais ta voix, c'est la première fois que je te rencontre en face à face. Et quand il y avait ça qui avait été construit, mais là, c'est là qu'on dirait que les discussions, la qualité des conversations pouvait être beaucoup plus intéressante. Et même pour moi, ça facilitait un petit peu le travail. Là, bien entendu, je pense que c'est peut-être plus compliqué pour vous ici parce que je ne crois pas que votre contenu est fait pour un marché anglophone. Mais c'est peut-être là que j'aimerais amener la discussion, c'est de se dire, toi qui s'est lancé dans le podcast, toi qui, tu nous as dit dans les derniers mois que vous avez commencé à faire du marketing, comment tu vois peut-être cette stratégie-là évoluer entre le fait de peut-être faire plus de trade show et de mixer ça à des initiatives, à des efforts marketing que vous mettez de l'avant à l'interne? Jusqu'à date, tous les efforts qu'on a fait au niveau du podcast n'ont pas donné le résultat minimal voulu pour dire que jusqu'à présent, c'est un succès qui est poussé puis amené à un autre niveau. Fait qu'on est encore dans une phase de réflexion où est-ce qu'on amène le podcast. Il y a une chose qui est sûre, par contre, c'est que l'aspect du contenu à valeur ajoutée qui est généré derrière tout ça sert à faire avancer certains leads
ou à faciliter le closing avec certains leads. Fait qu'il y a beaucoup d'épisodes, par exemple, du podcast Pivot qu'on a fait qui était sur comment nous, on travaille avec les clients, puis un peu les formules de succès pour amener un projet à un niveau positif, qu'on utilise ces pièces de contenu-là qui ont été soit retranscrites, écrites, soit qui ont été transférées dans des white papers ou des petites études de cas. Et ça, on le voit que ça fait vraiment une différence. C'est un long travail, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de brain, beaucoup de préparation, beaucoup de production. Et un coup qu'on a commencé à accumuler un certain nombre de pièces de contenu à valeur ajoutée comme ça, on est capable à ce moment-là, par exemple, quand on revient du trade show, on sait un peu, on a catégorisé tous nos personas avec des codes spécifiques, puis on sait pour tel code de persona, voici la série de pièces de contenu à valeur ajoutée qu'on est capable d'envoyer à ce persona-là pour réussir à engager dans un dialogue qui est l'inverse d'un monologue de sourd, dans le fond, qu'on fait juste pousser du stock puis qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, à chaque fois qu'on a un touch point avec la personne, on est capable de rajouter un petit peu de valeur dans la discussion, prouver notre expertise puis lui donner des petits nananes. Ma perception, c'est que jusqu'à date, dans notre cas à nous pour OpenMind, le podcast est générateur de contenu à valeur ajoutée qu'on peut réutiliser dans nos loops de prospection et de nurturing et de closing de ces prospects-là qui parfois apparaissent par les trade shows. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui, je pense, s'arrime un sur l'autre. D'aller dans les trade shows puis d'avoir rien de pertinent à leur laisser puis à leur dire puis d'avoir aucune excuse pour relancer la discussion en laissant un peu de valeur, je pense que ça serait comme un coup d'épée dans l'eau. Donc, je pense qu'un peut pas nécessairement vivre sans l'autre. Maintenant, est-ce que ça doit être sous le format d'un podcast? Ça pourrait être autre chose, mais faut avoir, je pense, du contenu à valeur ajoutée. Et le podcast est souvent une maudite bonne excuse de manière rythmée dans le temps à en produire puis à en sortir bien sûr, en mode public puis à le réutiliser sous d'autres formes par la suite. Et vous êtes pas simplement, mais vous visez majoritairement le secteur de la métallurgie. C'est un peu ça vraiment votre verticale au moment où on se parle? On a 3 cores qu'on vise à l'heure actuelle. Il y en a un qui est effectivement tout ce qui est le côté des métaux architecturaux, donc distributeurs et manufacturiers. Donc, dans ce core-là, on est très spécifique sur une niche dans une industrie. Maintenant, l'autre 2 de 3 qu'on vise, c'est tout ce qui est la réécriture de vieux logiciels qui sont dans des vieilles technologies pour les ramener dans de nouvelles technologies. Donc, cette offre-là s'appelle Legacy Recoding. La première offre que je vous parlais, on est en train de brainstormer pour sortir une marque spécifique pour cette initiative-là. Donc, la deuxième, c'est Legacy Recoding. Puis, l'autre est un peu plus OpenMind en général, qui est tout ce qui est les ponts de données, les API, les middleware, puis l'automatisation de processus qui va venir dans les entreprises. Donc, on a dans ces 3 initiatives-là une différence qu'il y en a une qu'on vise un marché précis, qu'on a des études de cas, puis on connaît les problèmes. Il y en a une qui est plus at large, mais c'est une méthode de production. Et la troisième, qui est OpenMind, est un peu plus généraliste pour venir répondre aux besoins de peu importe le type d'entreprise au final. Donc, c'est un peu les trois morceaux qu'on pousse à l'heure actuelle. Intéressant. Bon, je vais peut-être avoir certains trucs que je vais vouloir te dire en dehors du podcast sur des choses qui me sont venues en tête parce qu'effectivement, je pense qu'il y aura un coup à jouer intéressant ici. Mais bon, si tu avais à dire très simplement l'audience, on ne refait pas ces événements-là. Si on les refait, qu'est-ce qu'on ajuste? Et peut-être pour les novices comme moi qui ne savent pas comment faire, quels seraient tes conseils? Si on est une entreprise de service, faut être extrêmement bien préparé puis s'assurer que le persona puis les gens qui vont marcher le salon répondent exactement au cadre qu'on veut cibler puis qu'on est capable de les interpeller avec une valeur ajoutée très facilement transférable. Pour donner un exemple, aux États-Unis, il y a un gros trade show qui s'appelle le FabTech qui est gigantesque, que j'ai eu la chance d'aller en septembre l'année passée. Et c'est tous des gens de produits. Fait que les gens ont des machines sur le plancher, ils ont des choses à montrer. Et toutes les compagnies qui étaient en mode service, il y en avait très peu parce qu'ils n'ont rien à montrer. Les gens qui vont sur place là-bas veulent voir, veulent toucher, c'est des gens de machine. Donc, si tu arrives et tu veux vendre des services de développement logiciel, c'est très peu tangible. Donc, il faut trouver le moyen de rendre ça un peu plus tangible. Donc, c'est là qu'il faut être extrêmement préparé, d'avoir travaillé les listes de prospects à l'avance, d'avoir tenté de les rejoindre, des nurturer, des inviter au boot, d'être là comme conférencier également pour attirer des gens puis les amener après ça au bout. Donc, en tant qu'entreprise de service dans un trade show, je pense qu'on part avec un handicap ou une prise déjà de fait, un strikeout de fait. Il faut vraiment bien structurer ça. Puis l'enjeu qu'il y a, c'est que tant qu'on n'a pas déjà fait un événement particulier, c'est difficile de dire si ça va être bon ou pas. Fait que souvent, il faut l'essayer,
essayer de se préparer au maximum, puis après ça, de revenir avec un peu ses conclusions pour dire, OK, est-ce qu'on refait la même chose pour le prochain trade show ou on pivote? Comme le trade show qu'on vient de faire là présentement nous a permis de revenir avec des confirmations d'hypothèses. Donc, c'était nécessaire qu'on y aille, mais est-ce qu'on retournerait au même trade show? La réponse, c'est non. Simplement parce qu'on voit que les gens qui marchaient le trade show étaient pas nécessairement directement alignés avec notre cible. Puis souvent, les gens qui passaient là, c'était pas nos gens à qui on aurait voulu parler dans l'entreprise. Donc, les gens disent, ah oui, c'est bon, ça a l'air le fun, je vais te mettre en lien avec la bonne personne dans l'entreprise. Est-ce que ça vaut le coup versus prospecter sur LinkedIn puis aller chercher cette information-là qu'on n'aurait pas aller chercher sur LinkedIn? C'est un pensez-y bien. Donc, dans notre cas, le dernier trade show en Indianapolis, positif pour avoir confirmé certaines choses, mais est-ce qu'on y retourne? La réponse, c'est non. Donc, il y a vraiment une itération à faire, puis de pas... Parce que ça va vite, les budgets, honnêtement, en transport, en hôtel. La bonne chose, par contre, pour les gens qui nous écoutent, entre autres au Québec, il existe énormément de subventions pour aider à ces démarches-là marketing. Donc, il y a le PSCE, il y a le Canexport, il y a Développement économique Canada qui aide aussi. Il y a un petit programme qui s'appelle Investisseurs immigrants, mais qui termine bientôt, qui peut aider avec des subventions par rapport à tout ça. Donc, les différents paliers de gouvernement poussent énormément des enveloppes budgétaires de subventions et de financement à des taux qui sont pratiquement de zéro pour aider les entreprises à aller conquérir des marchés internationaux. Et les trade shows font partie des choses qui sont admissibles pour ça. Donc oui, il y a un coût qui est là, mais laissez pas de l'argent sur la table. Là, il y a quand même des belles subventions qui sont disponibles. Intéressant. Sinon, bon, ça fait un mois qu'on s'est parlé. J'imagine qu'il y a eu des nouvelles, là, que tu voudrais nous parler des choses qui ont capté ton attention, qu'on pourrait peut-être partager avec notre audience, que ce soit dans l'actualité récente ou peut-être des choses qui ont marqué ton été. Absolument. Deux nouvelles pour terminer. La première, un peu inquiétante, il y a une compagnie qui a développé une intelligence artificielle, un agent qu'on appelle, donc qui devient un peu autonome, qui peut lui-même se poser des questions, réfléchir et itérer. Ça existe déjà. Il y a déjà de ce genre de modèle-là d'intelligence artificielle et ce modèle-là était axé pour aider à développer certaines branches au niveau de la science, au niveau de la médecine. Donc, on laissait un petit peu le système aller par lui-même. Il pouvait proposer à lui-même des sujets dans lesquels il pouvait explorer plus loin. Il choisissait lui-même ses sujets à explorer et là, il roulait des expérimentations pour essayer de faire des nouvelles découvertes pour par la suite écrire ce qu'on appelle un paper, souvent qui va être publié dans des revues très, très scientifiques. Ce qui est arrivé, c'est qu'en laissant cette intelligence-là artificielle fonctionner, elle a lancé plusieurs requêtes en parallèle sur l'ordinateur et ça l'a déclenché ce qu'on appelle un time-out. Donc, après un certain temps, la requête s'annule. Puis ça, c'est un petit peu une manière d'empêcher que l'intelligence artificielle cause trop de problèmes ou prenne trop de ressources sur la machine. Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que l'intelligence artificielle a modifié elle-même son code pour enlever le time-out. Donc, c'est la première preuve documentée d'une intelligence artificielle qui sort en dehors de son cadre initial pour lequel elle a été faite, pour venir modifier les règles du jeu, pour réussir à se rendre à un but défini. Mais la modification de cette règle du jeu-là n'est pas positive, ou du moins est très inquiétante. Donc, premier cas documenté qui a été publié là-dessus, et ça rappelle qu'il faut faire attention. On n'a pas besoin nécessairement d'être rendu à une intelligence artificielle générale pour avoir un certain souci de dire que ça peut mal tourner. Ce genre de cas-là aurait pu très mal tourner. Il a lui-même modifié son code en pensant que ça serait positif, mais au final, c'est quelque chose qui n'était pas perçu comme négatif, qui n'était pas perçu comme quelque chose de positif, qui était même très négatif au final, puis qui aurait pu mal tourner, là. Aïe, 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 il faut regarder ça de près parce que là, on est en train de vivre un petit peu, c'est le couteau à double tranchant parce que les différents outils d'intelligence artificielle deviennent très puissants en ce moment, ils deviennent très addictifs pour les travailleurs sur le marché du travail. Personnellement, je regardais mon utilisation dans les derniers mois et j'ai jamais autant utilisé l'intelligence artificielle. On faisait un petit sondage à l'interne et c'est impressionnant comment qu'on a mis ça en place sur un paquet de choses qu'on fait avec des petits outils, des petits bots qu'on peut créer avec les chats GPT, les Claude de ce monde. Et ça va être difficile de revenir en arrière par la suite. Donc, il y a par contre cette autre
enjeu-là, ce défi qui se pointe le bout du nez, comme tu viens de le mentionner, qui est important à garder en tête. Là. Et non seulement ça vient incontournable, mais ça fait plusieurs trimestres que je mentionne qu'il va y avoir différentes phases dans l'économie à cause de l'intelligence artificielle. Quand on était justement à l'événement à Montréal, puis je lançais un petit peu, pas nécessairement la blague, mais je lançais un message un petit peu alarmiste de dire la pénurie de main-d'œuvre telle qu'on la connaît n'existera plus sous peu, entre autres à cause de l'intelligence artificielle dans un paquet de secteurs, puis une bonne preuve qui vient encore de sortir pendant les vacances. Dell a lancé le message qu'il allait licencier 12 500 personnes au mois d'août et au mois de septembre, sous le prétexte initial qu'ils sont en train de revoir toute leur méthode de fonctionnement, particulièrement au niveau des ventes, pour s'appuyer beaucoup plus sur des outils d'intelligence artificielle pour accélérer ce que les gens font. Donc, ils ont mis 10% de leur force de travail à pied. Ils sont en train de le faire à l'heure actuelle et ça s'ajoute à un autre 5 à 10% qu'ils ont fait en février. Donc, on voit les grandes entreprises, entre autres Dell, sont en train d'avancer un peu sur cette vague-là à ce moment-là de mise à pied qui va probablement nous laisser un peu de souffle. Là. Ces gens-là vont faire probablement se trouver un travail assez rapidement avec le marché d'emploi actuel, mais à garder en tête derrière tout ça. Autre chose avant que je te laisse? Dernière petite nouvelle, un rival de Neuralink, la compagnie Synchron, a réussi à interconnecter un appareil dans le cerveau d'un patient humain pour être capable de contrôler un Apple Vision Pro. Oi. Donc, là, on est rendu vraiment dans plus loin que la science-fiction, là. Donc, je sais pas si vous avez écouté l'épisode qu'on avait fait, qu'il y allait avoir un deuxième patient de Neuralink, justement, pour être capable de contrôler une souris et un clavier sur un ordinateur. Eh bien, là, il y a un alignement avec Apple qui a contribué très activement à ce projet-là. Ça a été à succès. C'est une personne qui était atteinte de la maladie de la sclérose en plaques, qui a perdu beaucoup de mobilité. Et l'avantage de cet implant-là, c'est que ce n'est pas un implant à travers le crâne, à travers le système d'os du crâne humain. C'est plutôt par la veine jugulaire sur laquelle que c'est inséré. Et ça serait plus simple que les opérations de Neuralink. Donc, il reste encore l'approbation des autorités aux États-Unis pour rendre ça un peu plus à grande échelle. Mais le premier cas est à succès. Et à suivre, je pense que ça va débouler très rapidement dans les prochains trimestres à ce sujet-là. Donc, on est rendu là, on peut contrôler les appareils électroniques par la pensée. Qui l'aurait cru? Ben oui, puis on a vu un peu ce qui s'est déroulé avec le premier patient de Neuralink. Je ne sais pas si tu as été capable de voir le podcast de littéralement 8 heures de Lex Friedman, qui a été capable de discuter avec l'entièreté de l'équipe de Neuralink. On parle un peu du premier patient et que le deuxième arrive. Il y a de l'avancée là-dessus, donc je pense que ça va faire partie peut-être de nos discussions d'affaires des prochains mois. Jonathan, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux rajouter avant que je te laisse filer? C'est complet, Antoine. Merci. Merci, bon retour, content de t'avoir eu avec nous, content d'avoir finalement fait ces discussions d'affaires. Je te redis, c'était le jour que j'attendais le plus cet été, donc merci Jonathan. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.